Bonjour! Le sujet d'aujourd'hui, c'est la tectonique des plaques. Donc, tu as déjà à l'écran un supercontinent qui s'appelait la Pangée. Donc, la Pangée, c'était il y a 225 millions d'années, lorsque tous les continents étaient liés les uns aux autres. Donc, ils n'en formaient qu'un, finalement. Maintenant, si je parle de la petite animation ici, on va pouvoir voir que les continents ne sont pas statiques, donc ils ne sont pas immobiles. Les continents bougent continuellement. Donc, quand je t'ai montré la Pangée il y a quelques secondes, eh bien, cette Pangée-là, en fait, n'est pas le premier supercontinent que la Terre a connu. Il y en a eu d'autres aussi avant, sauf que c'est le plus connu parce que c'est le dernier que la Terre a vécu. Donc, je vais arrêter l'animation bientôt dans quelques secondes. Donc ici, donc on en arrive au résultat qu'on a maintenant. Mais on voit qu'à l'origine, donc tous les continents ici étaient liés et que l'océan Atlantique que l'on connaît maintenant n'existait pas. Donc on va voir tantôt à quoi est-ce que c'est dû exactement. Et si je retourne juste au début de l'animation, je ne sais pas si je suis capable de la reculer. Non, c'est pas ce que je veux faire. Est-ce qu'il y a moyen de revenir à l'arrière? Oui, ici. Donc, si je retourne au tout début, si tu regardes où se trouvait le Québec, donc le Québec se trouve environ ici, on était environ à l'équateur. Alors, on va continuer maintenant d'origine. Donc, tu vas prendre exactement la page 293 de ton origine et tu vas te retrouver à la même place que moi. Alors, on vient de voir justement la Pangée et sur le côté ici, c'est justement de ça qu'on parle. Donc, je vais relever ça un petit peu ici. Donc, il y a des choses qu'on va aller souligner là-dedans. On parle entre autres de Alfred Wegener, donc c'est un de nos personnages célèbres qu'on va voir ou qu'on a peut-être déjà vu, là, ça dépend des groupes. Et on va voir justement que Alfred Wegener, ben, c'est lui qui a émis l'hypothèse que à l'origine, tous les continents devaient être assemblés les uns avec les autres. Donc, il s'est aperçu que l'Amérique du Sud et l'Afrique avaient sensiblement la même forme. Et il a nommé ce super continent-là la Pangée. Donc, on la voit ici, la Pangée. Je t'ai identifié à peu près là où se trouvait le Québec à ce moment-là. Donc, on voit qu'on avait des températures beaucoup plus tropicales que maintenant. Donc, c'est pour ça que dans les fossiles, parfois, on peut retrouver des fossiles de plantes qui sont plus des plantes tropicales, des plantes de pays chauds, qu'on ne retrouve pas normalement à nos températures. Donc, dans le texte maintenant, on vous parle de plaques ici, là, 12 plaques lithosphériques. Donc, les plaques lithosphériques, ce sont des plaques de lithosphère. On a vu que la lithosphère, c'était la partie rigide qui comprend la croûte terrestre et le manteau supérieur. On dit qu'il y en a principalement 12, mais au total, il y en aura à peu près 54, donc avec des plus petites plaques, mais il y en a 12 principales de ces plaques-là. On vous dit ensuite que ça se déplace. Ça se déplace, c'est pour ça que à l'origine, à un moment donné, toutes les plaques étaient collées ensemble et elles se sont détachées pour ensuite se placer où est-ce qu'on les voit maintenant. Mais même maintenant, elles sont encore en mouvement. Donc, l'océan Atlantique est en train de s'agrandir, l'océan Pacifique, lui, se rapetisse. Alors, dans nos définitions ici, donc on vous dit justement qu'une plaque lithosphérique, c'est une plaque rigide qui en a principalement 12, mais au total, je te l'ai marqué ici, qu'il y en a environ 54. La tectonique des plaques, ben ça, c'est la théorie. La théorie selon laquelle les plaques se déplacent, donc les plaques de lithosphère vont se déplacer. Et c'est pas les continents en tant que tels qui se déplacent, parce que la croûte océanique aussi se déplace. Donc, c'est vraiment de dire que c'est ce qu'on appelle des plaques tectoniques et non pas des plaques continentales, par exemple, parce que ce ne sont pas que les continents, donc ce que dans le fond de l'océan aussi. Et là, il va y avoir plusieurs mouvements. On te parle de mouvements de collision. Ils vont se frapper, ces plaques-là. Il va y avoir des plaques qui vont s'éloigner. Il y a des plaques qui vont frotter les unes contre les autres. Et c'est de ça qu'on va parler. J'ai mis, entre autres, une petite étoile ici, une sur le dessin en bas aussi. Donc, le dessin, on va y revenir en classe parce que je veux passer du temps pour le regarder avec toi. Donc, on s'en va à la page suivante. Alors, dans la page suivante, on va justement te parler des conséquences, donc des mouvements de ces plaques-là. Dans le premier paragraphe, j'ai pas mal tout souligné. Je sais qu'on fait pas, souvent on fait pas ça, là, mais tout est vraiment important. Donc, on vous dit qu'en se déplaçant, il y a des plaques qui vont se frapper l'une contre l'autre. Il y en a qui vont s'éloigner, il y en a d'autres qui vont se frotter. Et ça, ça va avoir des conséquences. Donc, les conséquences, ça va être la formation de montagnes, les éruptions volcaniques,
des failles, des tsunamis, des tremblements de terre, et ça va être tout ce qu'on va voir justement dans le chapitre 9. Donc, c'est pour ça que je le souligne au complet. C'est vraiment important. C'est comme un résumé de tout notre chapitre 9. C'est dans le premier paragraphe. Ici, j'ai fait un petit numéro 1. Donc, on va voir 3 conséquences. On a dit collision, on a dit éloignement, on a dit frottement. Ce sont les trois conséquences qu'on va voir. Donc, la première, numéro 1, collision entre deux plaques. On va appeler ça, entre autres, une zone de subduction. Alors, lorsque deux plaques se déplacent l'une vers l'autre, ben, ils vont en finir par entrer en collision. Donc, ça va être quoi l'impact de cette collision-là? Ben, ça va former une chaîne de montagnes. Donc, ici, on vous dit que la croûte océanique. Donc, c'est pas tout le temps le cas, mais quand tu as un océan, donc une plaque océanique qui rentre en contact avec une plaque continentale, la plaque océanique, elle est comme, on va dire qu'elle est plus dense, ok? Donc, tu t'imagines que quand on a parlé de la masse volumique, sa masse volumique est plus grande, elle est plus dense, donc elle va glisser en dessous de l'autre plaque. C'est ce qu'on vous dit ici. Elle va glisser sous la croûte continentale et ça va créer une zone de subduction et c'est ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de subduction? On vous dit aussi que ça va créer des fosses océaniques. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir quand on va parler de la carte ensemble en classe. Ça va créer des chaînes de montagnes et ça va créer des volcans dans les zones de subduction. Je remonte un petit peu. Je ne sais pas si ça a été vu en géographie ou si ça va être vu bientôt, mais la ceinture de feu du Pacifique, c'est une zone de volcans autour du Pacifique. Donc, cette ceinture de feu-là qu'on appelle, c'est justement une zone de subduction. Donc, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Alors, la zone de subduction, c'est un endroit où il va y avoir beaucoup de volcanisme. Donc, une zone intense de volcanisme. Et ça va être des volcans qui vont être assez violents. Donc, des éruptions assez violentes. Si je descends encore un petit peu. On vous montre 3 images qui sont un peu une évolution. Ok, j'ai fait une petite étoile ici pour montrer que ces 3 trucs-là vont être importants. Donc, au départ, tu vois que, bon, ici, tu as une zone, un océan, ok, avec une croûte océanique. Tu as un continent. Et si tu regardes les flèches, donc le sens dans lequel les flèches sont indiquées, les deux plaques foncent l'une vers l'autre. Alors, ce que tu vois ici, c'est que ta plaque océanique va s'enfoncer sous la plaque continentale de cette façon-ci. Et ça va créer une zone de subduction qui est ce qu'on a encerclé en fait. Une zone de subduction, quand ça évolue, si on baisse un petit peu, tu vas voir que il va y avoir beaucoup de pression parce qu'il y a de la roche. Là, ta plaque océanique, c'est de la roche. Donc, tu as de la roche qui rentre en profondeur. Cette roche-là va fondre, va créer du nouveau magma. Et ce magma-là, étant donné qu'il y en a beaucoup, il y en a comme trop, il va chercher un endroit pour sortir. Donc, il va se créer une faille, il va réussir à se trouver un petit trou, et c'est là qu'il va créer des volcans ou une chaîne volcanique. Je t'ai mis, par exemple, la cordillère des Andes. Donc, la cordillère des Andes, c'est une zone de subduction. Quand on continue, ben, tu vois que ton océan ici est rapetisse de plus en plus. Donc, ce qui pourrait arriver, ce qui va arriver un jour au Chili, le Pacifique est en train de rapetisser, ben, un jour, il n'y en aura plus de Pacifique. Ça va être loin encore parce que le Pacifique est très, très, très grand, mais c'est ce qui va finir par arriver. C'est arrivé, entre autres, dans la chaîne de montagnes, les Himalayas. Les Himalayas, avant, la plaque indienne, qu'on appelle, donc l'Inde était détachée du continent. L'Inde est rentrée en collision avec le continent. Donc, il y avait un océan qui était là, maintenant, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, ça a fermé l'océan. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'océan, ben là, on a 2 plaques continentales qui sont en contact les unes avec les autres. Et à ce moment-là, ben, les 2 plaques continentales vont faire en sorte que le sol va monter en hauteur et que ça va faire les plus hautes chaînes de montagnes qu'on a sur la planète, entre autres l'Himalaya. Donc, ça, ce sont les zones de subduction. C'est notre première conséquence qu'on voyait. Deuxième conséquence. Donc, la deuxième conséquence sera des dorsales océaniques. Donc, j'ai mis un petit numéro 2 ici. Donc, ça va se passer quand il va y avoir de l'éloignement. Donc, quand mes plaques vont s'éloigner les unes des autres. Et là, j'ai fait 2 petites lignes. OK? Donc, quand les plaques s'éloignent, si ça se passe dans l'océan, on appelle ça une dorsale océanique. Dans l'océan, c'est ce que j'ai écrit. Si ton éloignement se passe sur un continent, ça se passe présentement sur une portion de l'Afrique. L'Afrique est en train de se déchirer. Ben, à ce moment-là, on va appeler ça un rift. Et le rift, quand il va s'agrandir, ben finalement, il va finir par créer un océan au centre.
parce que tu as tes deux continents qui se séparent, tu as comme un trou au milieu, l'eau va s'engouffrer et tu vas finalement avoir un océan qui va s'installer là. Alors, ce qu'on va aller souligner ici, lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, ça va créer un vide. Et dans ce vide-là, il y a du magma qui va remonter à la surface. Ce qui veut dire que dans une dorsale océanique, tu as du magma. Donc, dans ton océan, par exemple dans l'océan Atlantique, en plein milieu, on le voit pas parce que c'est en dessous de l'eau, mais il y a une chaîne de volcans qui fait tout le long du Pacifique en dessous de l'eau. Donc, une chaîne de volcans sous-marine. C'est ce qu'on remarque un petit peu plus loin. Donc, que le mouvement de ces plaques-là va créer, en dessous des océans, va créer une chaîne de montagnes sous-marines que tu appelles dorsale océanique. Donc, il y a la petite définition ici de la dorsale océanique, chaîne de montagnes généralement volcanique qui est due à l'éloignement des plaques. Et si je remonte un petit peu pour voir ensuite notre dessin de notre dorsale océanique, je vais prendre mon autre crayon. Donc, tu vois ici, là, au centre de ton océan, là, je vais le colorier, là, on voit une partie qui est surélevée. Bon, ça se trouve quand même en dessous de l'océan, et tout ce que j'ai mis en rouge, c'est la dorsale océanique, par exemple, celle de l'Atlantique. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, tu as une remontée de magma ici, comme tu peux voir. Tu as tes plaques qui s'éloignent. Donc, les plaques qui s'éloignent font justement une espèce d'espace au centre où il n'y a plus rien, la croûte se déchire, et à ce moment-là, il va y avoir création, remontée de magma et création de nouvelles croûtes. Donc, la croûte océanique qui va être ici, là, ça va être la croûte qui va être très récente, nouvellement formée par le magma qui est revenu de l'intérieur de la Terre. Donc, petite étoile ici aussi, dessin important. Finalement, la troisième, ça va être le troisième mouvement, troisième conséquence, c'est le frottement. Donc, tu as deux plaques qui frottent les unes contre les autres, donc dans un mouvement continu. C'est ce qui se passe, entre autres, dans la faille de San Andreas en Californie. Donc, c'est ça l'exemple que je t'ai écrit ici. Il faut que, naturellement, ils se frottent et qu'ils s'en aillent en sens contraire. Donc, quand on te dit, prendre mon souligneur, là, donc, frottement de deux plaques, quand on te dit qu'elles se déplacent parallèlement, donc, elles sont parallèles, donc, ils glissent une à côté de l'autre, mais c'est aussi en sens contraire. Donc, tu vois ici, tu en as une qui remonte vers le haut et tu en as une qui descend vers le bas. Donc, elles vont se frotter et tu n'auras pas de volcan à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de remontée de magma. Par contre, tu as des tremblements de terre. Donc, tremblements de terre parce que la surface ici, là, elle n'est pas régulière. Donc, la surface, là, tu vois, il y a comme des petites encoches, là. Donc, ça fait en sorte que quand les plaques vont frotter, ben ils s'accrochent, puis des fois, ils restent pris. Puis là, quand ça décroche, c'est là que tu as ton tremblement de terre. Donc, c'est ce qui se passe vraiment en Californie. Puis c'est pour ça, des fois, on dit qu'on attend le Big One. Ben, ça fait longtemps que ça n'a pas bougé, qu'il n'y a pas eu de gros tremblement de terre. C'est les plaques sont l'air pris les unes avec les autres. Mais le sol, lui, continue à bouger. Le magma, le manteau continue à avoir sa convection qui fait bouger. Donc, à ce moment-là, la tension augmente. Puis quand ça lâche, ça fait un gros tremblement de terre. Donc, ça conclut ce qu'on doit voir aujourd'hui. On va en reparler naturellement en classe.